quoi les grandes étapes pour lancer une banque? Lancer une banque, donc déjà il faut comprendre. Donc, fais-le-nous concrètement, hein, d'accord? Donc pour toi, pour Upy, c'était quoi les grandes étapes pour maintenant lancer le service aujourd'hui? Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a différents types de licences. Donc d'abord, la première étape, ça a été de construire toute l'analyse technique, l'analyse légale, comprendre quelles sont les étapes pour lancer des services bancaires digitaux. Il faut comprendre qu'il y a différents types de licences. Nous, on n'a pas la licence bancaire, on ne l'a pas développée nous-mêmes, c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop onéreux, et on n'en serait pas encore là. Donc on a été s'appuyer chez un partenaire, Trésor Société Générale. Donc c'est grâce à eux, en fait, on est supporté par cette institution-là pour obtenir notre licence. Donc ça, c'est la première chose, développer un partenariat avec une institution bancaire. Et ça, mais soyons très concret, comment ça arrive ça? Toi, Morgan, 20 ans et demi, tu envoies un mail, tu connais personne, tu dis au fait je veux créer une banque, qui te met en relation, comment tu trouves, tu vois, comment ça se passe concrètement? Bah écoute, je pense que ça a été un long jeu. Hein, comme j'ai dit, ça a été pendant 1 an et demi et c'est toujours ce qu'on est en train de faire, aller chercher différentes expertises. Au niveau du partenaire technique, ça n'a pas été la chose la plus compliquée. C'était simplement faire une bonne étude de marché des différents partenaires, les contacter. C'est des gens qui sont à la recherche des projets comme les nôtres. Donc ça, rentrer en contact, ça a été assez simple. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est de créer ta team en interne. Donc la team ingénieur, par exemple, ça c'est, n'importe quelle boîte tech le sait. Donc là, aller chercher un super bon lead développeur, aller chercher des mobile engineers, etc. Donc ça, je dirais que ça a été une des étapes les plus compliquées. Et comment y arriver? Rechercher les bonnes personnes et puis convaincre, quoi. Donc vraiment être bon dans ton pitch, dans l'histoire que tu construis autour. Mais donc, ce que j'ai du mal à comprendre là dans ce que tu dis, c'est que ce que tu es en train de m'apprendre, à nous apprendre, c'est que recruter des bons devs et tout, mais ça c'est le jeu de toute startup, donc c'est dur mais c'est pour tout le monde. Mais donc, pour créer une banque, il n'y a plus de barrière à l'entrée, quoi. Tu te dis, par une technique, c'est pas compliqué, tu appelles la Société Générale, tu dis voilà, on a une team de 5-6 personnes, on est motivé, on a une chouette vision et ça se crée. Alors ça reste assez complexe parce qu'évidemment, on dit souvent une néobanque, ça met en moyenne 1 an et demi, 2 ans à se lancer, mais c'est beaucoup moins complexe que si tu veux lancer une vraie banque, obtenir toi-même ta licence. Oui. Donc effectivement, ce qui a démocratisé le secteur des néobanques, c'est effectivement ces plateformes comme Société Générale et autres, qu'on appelle sorte de banking as a service, si tu veux, qui prennent en charge une énorme partie de ce qu'on appelle ton core banking system et de la licence. Et donc toi, ça permet de faire un focus sur ce qui a la valeur pour le client. Et c'est quoi alors? C'est juste un deal commercial en fait. Il faut même pas. Comme un service en white labeling et en fait, il y a un accord commercial et. Alors c'est effectivement un accord commercial et puis effectivement on doit quand même passer chez les régulateurs pour pouvoir utiliser leur licence. Donc il y a quand même un dossier à monter. Ok. Et pour monter un dossier, de nouveau, tu l'as monté tout seul ce dossier? Alors, j'essaye vraiment que les gens qui puissent regarder ces émissions se disent comment on s'affranchit de ce qui paraît être un marché hyper régulé, comment on se lance et tout, et comment on arrive, j'ai envie de dire en détente, comme tu es là maintenant, à lancer en 1 an et demi une banque. Et donc, pour monter ce dossier chez les régulateurs, comment ça se passe? Alors, on a eu plusieurs aides. Hein. Donc, effectivement, il faut montrer qu'on a un vrai business case, un bon business plan solide, qu'on a aussi une très bonne équipe. Donc, comment est-ce qu'on l'a fait? Évidemment, c'est une partie les différentes compétences de l'équipe qui l'ont complété. Moi, par exemple, pour la vision produit, la vision communication. William, chez nous, qui est le CFO et qui s'occupe de toute la partie opération, qui l'a complété pour le partie business plan. On a Donald en interne, qui est un avocat, qui nous a aidé aussi depuis le premier jour à construire, comme j'ai dit, tout ce cadre légal. Et puis, le support des personnes en interne à la Société Générale qui nous ont aidé à bien ficeler ce dossier et qui le défendent auprès des régulateurs. Ok, parce qu'on parle de plan financier, mais à l'époque, vous avez levé, quand Upy est sorti dans la presse, c'était on parlait d'une levée qui avait été faite de 800 000 €, pas levé 50 millions, quoi. Et donc là-dedans, par exemple, il n'y a pas eu de problème que la société soit encore bien capitalisée pour un jeune de 20 ans qui lance une start-up, mais très peu capitalisée pour une fintech qui voudrait conquérir l'Europe, quoi. Ça n'a pas été pas besoin de souci au niveau du régulateur. Alors, il faut montrer ici qu'on a des plans, qu'on a des investisseurs solides derrière, qu'on a des plans qu'on a les fonds ou qu'on est en train de lever des fonds. Ça, c'est clair que c'est primordial et il faut montrer qu'on est un business plan rentable dans un certain laps de temps. Et c'est des cases qu'on a cochées parce qu'on a effectivement des investisseurs assez solides et parce qu'on a une bonne équipe. Et c'est qui derrière? Alors, c'est qui les investisseurs derrière? Alors,
dans les prochaines On sent qu'il ne veut pas tout dire. Non, j'aurais pas de breaking news à ce niveau-là, mais dans les prochaines semaines, on va annoncer quelque chose d'assez solide à ce niveau-là. Ouais. Mais donc déjà dans la team existante, il y a déjà une levée de 800 000. Là, qui est derrière là? On va l'annoncer parce que ce sont les gens qui vont suivre, mais ce sont principalement des business angels. Ok. Donc tu peux pas nous dire que je comprenne bien hein, où est le truc. Donc, je comprends bien que la levée annoncée, ok, mais celle qui a déjà été faite. Oui. C'est là, tu peux nous dire qui est derrière. Est-ce que c'est toi, tu es tout seul? Toi, comment tu as cherché l'argent? Comment tu as financé ton aventure? Alors, aller chercher l'argent, effectivement, il y a plusieurs choses. C'est effectivement, il faut convaincre les quelques business angels au début. Et puis, on a eu beaucoup de support de nos partenaires aussi. Mastercard, par exemple, qui nous a aidé à financer le projet. Ok, donc Mastercard est un investisseur, ok. Et comment Mastercard devient un investisseur? De nouveau, j'imagine que pour toi, tout coule de source maintenant que tu avances les étapes. Mais de nouveau, vous êtes une jeune équipe de 20 ans. Comment Mastercard devient investisseur d'une toute petite pousse belge? Alors, il faut comprendre la manière dont on a attiré les investisseurs aujourd'hui. C'est en ayant crédibilisé le projet d'une certaine manière. Donc, montrer qu'il y a un marché. Mastercard, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte, OK, il y a clairement un marché pour ces néobanques orientées sur l'éducation financière et les ados. Et donc, faire partie de la première en Belgique avec une ambition européenne en voyant que ce modèle est en train d'exploser en ce moment aux États-Unis, par exemple, ça les a énormément attirés. Et puis, il n'y a rien à faire. Il faut montrer une équipe solide. Et ça, on a été capable de le faire. Et c'est ça qui a attiré du monde en termes d'investissement autour de Pi aujourd'hui. Les investisseurs, tu les connaissais? Tu as dû les contacter de nouveau avec cette idée un peu folle de lancer une banque ou c'est déjà dans ton réseau? La plupart, non. Finalement, ça reste comment construire une levée de fonds. C'est avoir contacter la première ou éventuellement la deuxième personne qui sont convaincus. Et après ça, c'est l'effet boule de neige. Si t'as un bon. Et le premier qui a dit oui, c'est qui? Ce sera annoncé dans les prochaines semaines. Je peux malheureusement pas en dire tellement là-dessus maintenant. Ok. Donc j'aurais dû aller sur le site du moniteur avant pour essayer de voir les noms. J'aurais dû plus creuser. T'auras vu quelques noms, mais t'auras pas encore vu les noms qui vont justifier la prochaine. Ok, d'accord. Parce que donc ce que vous annoncez il y a un mois, c'est que vous allez lever 1,5 million. On parle toujours de ça ou ça a été revu à la hausse? Ce sera dans ces eaux-là, oui. Il faut vraiment rien dire. Hein. Vous voyez ça, vraiment, on est déjà dans le monde fintech. Vous voyez que c'est très différent d'une autre startup qui vient ici. Hein. On est déjà plus dans le code, dans la maîtrise. C'est très bien, très bien. Ok, donc on verra ça plus tard. Mais donc, ce qu'on tient de ce que je dis quand même, c'est non, ton père n'est pas le vice-président de Mastercard. Non. C'est pas. Vous avez vraiment créé une équipe, crédibilisé un projet, aller chercher des investisseurs que vous n'avez pas dans votre réseau premier, en tout cas de base, que vous êtes convaincu. C'est comme ça que le projet. Exactement. Et je trouve que ça, malgré le fait que tu nous dises rien sur ta future levée, c'est quand même encourageant pour les gens qui se lancent et qui se disent waouh, mais le truc est hyper régulé. Non, c'est pas pour moi. Barrière à l'entrée est énorme. Il faut avoir 10 ans de carrière dans la finance pour lancer. Et là, on a une team de tout jeunes qui se lancent et qui est en train de réussir un truc assez cool. Et donc c'est que c'est accessible, c'est pas mal.